Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième et dernier jour de conférence sur le plateau du stand du ministère des Armées au Salon des Maires. Ce matin, nous allons parler des sépultures et cimetières. Quelle responsabilité pour le ministère et les élus? Pour en parler, deux invités, Guillaume Pichard et Maxime Blachon. Vous faites partie du pôle mémoire de pierre à la DMCA. Première question, qu'est-ce que la DMCA? Donc la DMCA, c'est la direction de la mémoire, de la culture et des archives, qui dépend donc du ministère des Armées et donc qui a en charge la politique mémorielle du ministère. Et donc en ce qui concerne notre bureau, notre bureau est plus et plus axé sur tout ce qui est la gestion du patrimoine mémoriel du ministère des Armées et le développement de la politique de tourisme de mémoire. Concrètement, en quoi consiste votre pôle? Alors notre pôle a plusieurs missions. La première mission, c'est la gestion, la conservation, la définition de la politique de conservation du patrimoine mémoriel. Donc qu'est-ce qu'on entend par patrimoine mémoriel du ministère des Armées? Ce sont 290 nécropoles nationales, donc ce sont les cimetières militaires. Donc une nécropole, c'est quoi? Donc une nécropole nationale, c'est un cimetière militaire où sont inhumés les soldats qui sont morts pour la France lors des conflits contemporains. Donc à 85%, 90%, ce sont des cimetières de la Première Guerre mondiale. Je pense qu'on a tous en tête le cimetière, la nécropole nationale de Douaumont, qui est à côté de Verdun, la nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette, qui est la plus grande de France, où reposent 40 000 soldats. Mais aussi, on a des toutes petites nécropoles nationales avec un seul corps, comme par exemple à Dessenheim en Alsace, où on a un seul corps. Mais c'est une nécropole nationale parce que le terrain d'assiette est propriété du ministère des Armées. Il y a combien de nécropoles en France? 290. Sur tout le territoire français? Sur tout le territoire français. Donc ça, c'est une des composantes, des domaines sur lesquels le ministère est compétent. L'autre domaine sur les cimetières militaires sur lesquels le ministère est compétent, ce sont les carrés militaires dans les cimetières communaux. Et là, c'est ce qui va intéresser davantage les élus locaux, parce que les cimetières communaux ne sont pas propriété du ministère des Armées, sont propriété des collectivités. Et c'est sur ces territoires, mais le ministère est responsable des sépultures qui sont inhumées dans ces cimetières. Quand vous dites que le ministère est responsable en quoi et comment? Il y a une double responsabilité du ministère des Armées sur l'ensemble des soldats qui sont morts pour la France à l'occasion d'un combat, d'un fait d'armes, des victimes civiles également. L'ensemble des victimes civiles sont sous la responsabilité du ministère des Armées et les personnes qui sont décédées en déportation. Donc tout ça, ce sont des exigences légales. La loi impose au ministère des Armées d'entretenir les sépultures militaires de ces personnes pour leur mémoire. Avec un petit bémol tout de même, là c'est une petite particularité juridique, mais ne sont pas concernées les sépultures des corps qui ont été restitués aux familles. C'est assez unique dans le droit français, il n'y a que la France d'ailleurs qui offre cette possibilité, mais lorsqu'un militaire décède en opération, la famille a la possibilité de récupérer le corps. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas par exemple pour les Britanniques avec le Commonwealth, pour les Allemands, pour les Américains, où tous les corps restent en France. Ce qui oblige les gens à se déplacer pour voir la tombe de leurs aînés. Vous parlez un peu des pays, nos pays voisins. C'est une particularité française de gérer comme ça les sépultures. Est-ce que dans les autres pays, comment ça se passe? Alors, ce n'est pas une particularité de la France, ce n'est pas une particularité du ministère des Armées. Là où peut-être il y a une particularité, c'est que très souvent, cet entretien, cette gestion des sépultures de guerre, elle est déléguée à des organismes, voire à des associations. C'est le cas pour les Britanniques, en tout cas pour le Commonwealth britannique avec la commission des sépultures de guerre du Commonwealth. C'est le cas pour nos amis allemands qui ont transféré cette compétence à l'étranger à une association qui s'appelle le VDK. C'est le cas également pour les Américains. Et c'est beaucoup plus rare effectivement que l'État et le ministère des Armées de chaque pays soient directement impliqués. C'est le cas pour la France. Comment vous travaillez avec vos partenaires des régions, avec les maires? Comment ça se passe? Alors, on intervient dans plusieurs domaines, mais là, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais là, on parle plus des sépultures et des cimetières militaires. Exactement. Donc, il faut savoir que tous les cimetières militaires sont sur le territoire d'une commune. Donc, à un moment ou à un autre, on travaille avec les communes, que ce soit une nécropole qui est propriété de l'État
mais qui est sur le territoire d'une commune, ou que ce soit un carré militaire qui est propriété de la commune, mais dont les sépultures sont sous la responsabilité du ministère. Donc, d'une manière ou d'une autre, on travaille toujours avec eux. Alors, nous, on ne va pas travailler directement avec eux, puisqu'en fin de compte, on a sur le territoire un maillage local qui s'appelle, et on a un opérateur qui s'appelle donc l'ONAC, donc l'Office national des combattants et victimes de guerre. Et donc, cet opérateur a la responsabilité à la gestion de l'ensemble des cimetières militaires français qui sont répartis sur le territoire. Donc le ministère des Armées alloue des crédits à l'ONAC pour la conservation, la valorisation de l'ensemble de ces sépultures sur l'ensemble du territoire national. Donc dans les nécropoles, on estime qu'on a à peu près près de 800 000 soldats français inhumés, et soldats hommes et femmes aussi civils, comme disait Maxime tout à l'heure, mais c'est essentiellement des militaires. Dans les carrés militaires, dans les 2170 carrés militaires répartis dans toutes les communes, on a à peu près 100 000 soldats qui sont inhumés. Donc, le travail qu'on mène avec les territoires, avec les communes, c'est un travail d'accompagnement, c'est un travail d'échange, parce qu'ils ont sur leur territoire des lieux de sépulture, mais il faut que le maillage et tout ça fonctionne bien pour que la valorisation et la conservation se fassent bien. Donc la conservation, elle se passe bien parce qu'elle est gérée essentiellement par notre opérateur. Pour les carrés militaires, il peut y avoir des conventions entre les communes et l'ONAC, le ministère des Armées, pour justement leur sous-déléguer la gestion et l'entretien du carré militaire. Et pour la valorisation, elle se fait étroitement entre l'ONAC et les associations et les collectivités. Parce qu'en fin de compte, souvent les collectivités sont attachées au patrimoine qui est sur leur territoire. Donc le but, c'est que tout le monde travaille ensemble pour que ça se passe bien. Tout à fait. Et on est dans une démarche qui est essentiellement partenariale parce que les maires ont la police des sites funéraires sur leur commune. Nous, on doit donc nécessairement, à certains moments, passer par les maires. À l'inverse, les maires ne sont pas toujours à l'aise avec leur carré militaire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, jusqu'à quelle limite? Et donc il y a une logique partenariale et un dialogue qui existe toujours entre nos deux institutions. Pour des maires ou les gens qui nous écoutent, concrètement, quelles sont leurs demandes? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce que vous aussi vous leur demandez? Comment ça se passe cet échange en fait? Alors, en fait, la demande, si demande il y a, c'est en fait la question, c'est quelles sont les responsabilités de l'un et de l'autre? C'est-à-dire jusqu'où le ministère des Armées peut aller et jusqu'où la collectivité peut aller. Nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que la collectivité restaure un carré militaire sans que le ministère soit informé, parce que par ses missions, c'est au ministère des Armées, via l'ONAC, de restaurer. Donc ce n'est pas la peine que la collectivité se lance dans une restauration de carré militaire, alors que c'est au ministère des Armées de le faire. Alors après, on peut travailler ensemble, on peut étudier ensemble pour comment restaurer le carré militaire au mieux, parce que peut-être que la commune elle a un projet de rénovation de l'ensemble de renaturisation, par exemple, de son cimetière, et comme le carré militaire est dans le cimetière, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de faire quelque chose et que ce soit cohérent et qu'on n'ait pas une tâche d'un carré militaire au sein d'un cimetière militaire d'un cimetière qui a été restauré. Donc voilà, il y a toute cette réflexion-là qui est menée avec les collectivités. Pourquoi c'est important de restaurer? C'est un devoir de mémoire, Alors, oui, c'est un respect, devoir, évidemment. Alors, ça fait partie des missions de l'État, c'est-à-dire qu'en gros, il a la responsabilité de ces sépultures. Et donc, ces sépultures dites perpétuelles, donc l'État doit entretenir ces sépultures-là ad vitam aeternam, disons. Donc, le but maintenant, c'est de les restaurer régulièrement. Et d'éviter qu'elles se détériorent, parce que si elles se détériorent, on nous le reprochera. Et c'est aussi comme ça que se fait la transmission de la mémoire. C'est aussi comme ça qu'on va faire perdurer auprès des jeunes générations notre histoire, ce qui s'est passé. On fait aussi naître aussi la conscience civique par ce biais-là.
Donc il y a vraiment un enjeu derrière tout ça auprès des jeunes générations. Et notre opérateur, dans le terme de la valorisation, notre opérateur l'ONAC, travaille étroitement avec les collectivités, notamment pour la valorisation, pour faire venir les scolaires sur les carrés militaires, sur les nécropoles nationales, justement pour que les jeunes générations puissent découvrir et prendre conscience de ce qui s'est passé. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ne... c'est des questions qu'on entendait parfois, où on ne pense pas que sous les croix, il y a des corps. Oui. Donc rien que ça, c'est déjà important pour qu'un jeune puisse comprendre, quand il rentre dans un cimetière militaire ou dans une nécropole ou dans un carré militaire, de comprendre qu'il y a un corps en dessous. Complètement. Vous voulez rajouter non. Est-ce que je vais revenir un petit peu sur le tourisme de mémoire. Est-ce que vous avez vu une évolution à travers les années où de plus en plus de classes ou de groupes d'enfants se rendent sur les nécropoles ou dans les cimetières? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que vous donnez aussi, vous, les moyens aux instituteurs, aux parents Alors ça, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet qui est très important pour nous, parce qu'en fin de compte, le cycle du centenaire qui a été lancé en 2014 a été un déclencheur pour beaucoup de monde, que ce soit pour l'État, que ce soit donc pour le ministère des Armées, que ce soit pour la population. Tout le monde s'est redécouvert ce passé en se disant il faut faire quelque chose. Et donc des crédits ont été injectés par le ministère des Armées, justement pour pouvoir conserver davantage et encore mieux les sépultures et pouvoir réfléchir pour inscrire tous ces sites-là dans le tourisme de mémoire. Le but, effectivement, et quand je disais tout à l'heure qu'on travaille étroitement dans la valorisation, cette valorisation-là, c'est un moyen de le faire rentrer tout ça dans le tourisme de mémoire pour que ces sites vivent et que ne soit pas seulement qu'un cimetière militaire. Aujourd'hui, les sites doivent être perçus comme autre chose. Ce ne sont pas que des nécropoles ou que des cimetières militaires, ils ont une autre vocation. La transmission de la mémoire, comme on disait tout à l'heure, le tourisme de mémoire. Donc on pose des panneaux d'information historique dans les nécropoles et dans les carrés militaires pour que les gens qui viennent, parce que ces sites-là sont ouverts au public et ils ne sont pas fermés à clé, à part Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais qui est un site qui est très surveillé, mais sinon les autres sites sont ouverts au public facilement H24. Donc il y a des informations pour que les gens puissent comprendre ce qui s'est passé sur ces sites-là. Plus les actions pédagogiques, la création de chemins de mémoire, de plaquettes. Est-ce que vous pouvez nous donner une adresse internet ou un lien pour... Ou sinon on le rajoutera après. Mais... Ah non, mais en fait on a le guide qu'on aurait dû amener, qui est à côté. On a le guide des lieux de mémoire. Si on va sur le site du ministère des Armées, on peut trouver l'endroit. Le guide, c'est Chemin de mémoire, ministère des Armées. Et on a une plaquette qui résume tout, toutes les actions que l'on mène sur les territoires, sur les sépultures militaires. Comment vous contactez des élus? Comment on font Voilà, ça c'est le guide, le voici. Dernière question, comment les maires peuvent vous contacter s'ils ont des questions, s'ils veulent avoir des réponses à leurs questions? Oui, tout à fait. Tout est dans le guide. Systématiquement, dans ce guide, pour le coup, qui a été plutôt bien fait, on est revenu sur les problématiques d'ordre juridique, d'ordre domanial, d'ordre urbanistique, sur la valorisation des sites, mais également des projets que peuvent avoir les collectivités. Et donc, vous trouvez l'adresse de nos bureaux, soit pour les questions d'ordre juridique, soit pour des questions de financement ou autre. Mais sur la question des financements, Guillaume, je te laisse peut-être continuer, parce que c'est un volet assez important de notre politique. Exactement. Avant de conclure, parce que le temps passe très vite. On va terminer là-dessus. C'est vrai que... alors là, c'est un peu une ouverture sur comment est-ce qu'on peut accompagner les collectivités au-delà sur la sujet des sépultures. Effectivement, les collectivités ont des monuments aux morts et donc le ministère des Armées alloue des crédits auprès des collectivités via l'ONAC, une fois de plus notre opérateur, pour qu'ils puissent restaurer leur carré militaire, leur monument aux morts. Ouais. Et cette année, grâce au plan France Ruralité, il y a des aides complémentaires qui vont être apportées à partir de 2024 aux petites collectivités de moins de 2000 habitants. Donc ça c'est important. Et puis pour toutes les collectivités qui ont des petits bâtis mémoriels, que ce soit des stèles, des plaques, des petits monuments mémoriels, ou alors des plus gros projets de rénovation de musées, de création de musées sur leurs espaces, le ministère des Armées est là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas.
Tout est expliqué dans ce guide qui est disponible sur Internet, sur le site Chemin de Mémoire. Et donc on sera là pour répondre à vos questions et en tout cas vous accompagner. Dernière question, on sait à peu près combien il y a de monuments. Chaque village a un monument aux morts, à peu près? Alors, chaque village n'a pas de monument aux morts, il reste encore quelques exceptions, mais ça concerne un nombre extrêmement réduit. Je crois que c'est moins d'une demi-centaine. En comparaison des 35 000 communes, ça reste marginal. Et surtout, le monument aux morts reste le premier point mémoriel au sein de chaque commune. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire aux personnes qui nous écoutent de se rendre dans les cimetières, de rendre hommage, d'emmener ses enfants et de leur expliquer pour ne pas oublier, pour rendre mémoire et pour ne pas oublier. Ça peut être une sortie pendant les vacances et on peut allier. Tout à fait. Voilà. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, à côté de ces sites-là, il y a souvent de la médiation qui est faite, des centres d'interprétation qui sont créés. Alors, dans les carrés militaires, un peu moins, mais dans les nécropoles ou dans les cimetières étrangers, il y a des équipements qui sont là et sur lesquels on découvre énormément de choses et ça fait aussi des belles, entre guillemets, des belles balades parce qu'en fin de compte, on découvre un territoire et on découvre à la fois son passé. Merci beaucoup, merci à vous deux. Dans Merci un instant, les conférences vont continuer.